Hey, tu m'entends? LCDG, podcast hors série. Ouais, là je crois que tu m'entends. T'es sûr que t'es prêt pour la partie 2? Ça y est, c'est parti. Parle-nous de la genèse, s'il te plaît. Alors, ta vision de la genèse. Comme tu dis que c'était ta vérité, pas ce que c'est la vérité tout le monde, mais en tout cas ce que tu as vu toi et comment tu l'as vécu. Tout à fait, tout à fait. Alors, vision de la genèse, comme toute genèse, c'est le néant d'abord. Musicalement, il y avait rien, très peu de choses. Moi, j'étais un gamin qui écoutait à l'adolescence. Alors, je sais que beaucoup de gens aiment dire se revendiquer de Marvin Gaye et tout. Moi, j'écoutais Marvin Gaye, mais c'est pas ce que j'écoutais le plus. J'écoutais à l'adolescence, avant le hip-hop, Kool and the Gang, Earth, Wind & Fire, Alexander O'Neal et d'autres, les Cool Notes. Après, chacun devra faire ses recherches sur Face et des groupes comme ça. Mm-hmm. Et ça, nous étions en France incapables de reproduire ça. Parce que c'était les L de Barge, la famille L de Barge, la famille Jackson et tout, et personne n'était assez qualifié en chant pour pouvoir faire ça en France. Il y avait un néant, zéro. Personne, nous on était auditeurs, nous écoutions, et nous taisions quand il fallait chanter parce que personne n'avait la culture pour pouvoir reproduire ce qu'on entendait. De mémoire, j'ai jamais entendu un groupe Kool and the Gang en français ou autre. Donc voilà. Ensuite, le rap arrive. Et quand le rap arrive, on se rend compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable, puisqu'il n'y a pas de notion de respect des notes, ouais. Il n'y a pas besoin de savoir faire des vibratos, etc., et d'avoir une tassiture vocale. Donc c'est quelque chose qui est plus abordable, puisque la définition, c'est parler de façon saccadée sur un rythme. Alors, au début, on répète les textes américains, et puis, petit à petit, on va essayer de les paraphraser avec des textes en français. Donc moi, dans mon histoire, puisque je commence à évoluer sur Paris après mon départ de ministère amer, dans mon histoire, et même un peu avant, c'était un peu avant, quand je commençais déjà un peu à me poser des questions, je fais différentes rencontres, et je fais une rencontre d'un gars qu'on appelle Jean-Marie et qui porte le surnom de Crazy JM. Mm-hmm. Donc ce gars-là, il est le président d'une autre association qui s'appelle IZB. Alors IZB, c'est qui? IZB, c'est eux qui ont créé, à mon sens, après les gens peuvent ne pas être d'accord, Cut Killer. Il sort de là-bas. IZB, ça va être le frère de ce gars de Crazy JM, c'est Angelo. Angelo, c'est lui qui va être président plus tard de Def Jam France, et puis d'une autre petite boîte que je connais un peu moins. IZB, moi, quand j'arrive et je vois Crazy JM, il a une petite amie à l'époque qui est à côté de lui, qui me semble-t-il ne fait rien d'autre qu'être sa petite amie, et jusqu'à là, c'est normal, mais qui va s'avérer être Valou, celle qu'on appelle Valou, là. Ah oui. Mais moi, je l'ai connu sous le nom de Valérie à l'époque. Et donc, ce personnage qui est important et dont on ne parle pas assez dans le rap français, qui s'appelle Crazy JM, qui est un peu plus âgé que moi, me prend sous son aile. Il me prend sous son aile. Et moi, quand il me prend sous son aile, il me dit oui, je t'aime bien, il y a des trucs, on va échanger nos coordonnées. Ce qui était fort à l'époque parce que les portables n'existaient pas. On n'avait même pas les beepers, on donnait son téléphone fixe. Et donc, il m'avait donné ses coordonnées et moi, pareil. Et donc, quand il me dit je t'aime bien, je sais pas ce que ça veut dire je t'aime bien à ce moment-là. Parce que les conséquences que ça va avoir. Et je vais le savoir très vite. Parce que je reçois un coup de fil et il me dit Moda, il y a... Alors lui, je crois que c'est parce qu'il m'avait entendu à Radio Nova. Il avait aimé aussi les textes et puis après quand on s'était vu, on avait bien échangé. Il m'a dit écoute Moda, eux, IZB, c'était une association qui organisait que des concerts. Il m'a dit on organise Nec Plus Ultra, concert de rap français. Nec Plus Ultra, qui est en avant-première de je sais plus quel artiste, Ultra Magnetic MC. Ultra Magnetic MC. Il m'invite. Il faut savoir que pour aller là-bas... Il t'invite Alors, il m'invite à l'Élysée Montmartre. À venir sur scène? Ou carrément à venir assister au concert? Il m'invite à venir assister à un concert. D'accord. C'est ton premier concert, Ricain? C'est mon premier concert Ricain. Et moi, je taille un peu, c'est comme ça. J'aime bien apporter les choses avec un peu d'humour. Mm-hmm. Alors, on va resituer le contexte. Parce qu'aller à un concert aujourd'hui aussi, c'est quelque chose de très simple. On est à une époque où, quand on est dans nos quartiers, des gens disent « Moi, j'ai été à Paris, je connais bien Paris, moi. »
Ah non, arrête, tu m'étonnes, t'as jamais été à Paris. Si. Moi, je connais bien Paris. Bah non, t'es comme nous, t'as pas été plus loin que Gare du Nord. Non, j'ai été plus loin que Gare du Nord. Ah bon, où t'as été? Bah, il y a une gare qui s'appelle la gare du Lion. Ah bon, la gare du Lion, c'est où ça? Bah c'est simple, tu connais pas Paris, toi. C'est une gare, t'arrives, il y a 2 lions devant la gare, qui sont debout. Et donc c'est une époque où on sort pas de chez nous. Et en fait, ça nous donne à moi, mais très peu de gens peuvent sortir. Et moi, à cette époque-là, ce mec-là, il me dit, tu viens gare du Nord, tu prends le métro, et tu viens à Pigalle, il y a une salle qui s'appelle l'Élysée Montmartre, et là-bas, il y a des concerts. Et imagine un peu, il me prend que moi. Il t'emmène là-bas. Et il m'emmène là-bas. Ça aussi, ça va concourir à mon émancipation. Ouais. J'arrive là-bas, je vois des mecs, Neck et Shoes, je sais plus quoi, mais enfin c'est... Non, Iron et Shoes, donc 2 rappeurs pour la première fois qui rappent en français devant moi. Je les entends, ils rappent en français. C'est quelle année ça? Alors c'est avant Nova, hein, c'est avant Nova, puisque moi je rappais même pas. Je rappais même pas en français. C'est avant Nova, puisqu'on parle de la jeunesse. Donc tac, je les entends, ils rappent en français. Moi, juste avant eux, qui j'avais entendu rapper en français, c'était Chagrin d'amour, donc musique, chacun fait ce qu'il lui plaît. Oui, je me rappelle de ça. Voilà. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, il y a rien qui bouge. Pour moi, ça c'était déjà, j'ai dit, c'est le top. Mais là, je vois 2 mecs qui sont sur scène, Iron et Shoes, qui étaient des graffeurs et tout, qui se mettent au rap français et qui commencent à rapper, ils balancent des phrases et tout. Et là, je me dis, bon, ok. Je me dis, d'accord, j'avoue, ça peut se faire en français. Et tout de suite après, je vois Ultra Magnetics MCs. Alors là, j'ai même pas accès au disque. Moi, j'ai des cassettes où on entend un souffle monstre, parce que c'est des cassettes qui sont copiées. Je veux dire, nous, à l'époque, on est en francs. Moi, si je dois consacrer la dépense de 2,50 francs, j'achète un millefeuille. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent pour aller dans un concert, quoi. Non, mais je dis les choses comme elles sont. Ouais. J'ai pas d'argent pour aller à un concert. Tous mes contemporains n'avaient pas d'argent non plus. Okay. Ce mec-là, il organise des concerts, il fait venir des gens des États-Unis, et les gens que moi j'entends avec beaucoup de souffle sur mes cassettes, je les vois en direct. Le choc. Bon, je lui dis, franchement, t'as fait très fort. Il me dit, mais attends, c'est pas fini, ça t'a plu? Ok, y a pas de problème. Et il me fait revenir pour plein de concerts, mais je te prends les importants pour moi. Ouais. Il me fait revenir pour un mec que je kiffais grave, qui était Big Daddy Kane. T'as vu Daddy Kane en concert? Je vois Big Daddy Kane, que j'ai vu que dans des clips. Je le vois devant moi, comme ça sur scène. Il a ses 2 danseurs, Scoob et Spablover, qui dansent et tout. Et je me dis, mais c'est un truc de fou. À ce moment-là, moi, bon, quand on voit Iron et Shoes et tout, etc., je rentre au quartier et tout, je commence à griffonner des trucs en français. On me dit, il y a un mec là-bas, vers la tour là-bas, qui griffonne aussi un peu en français comme tu fais. Je dis, ah bon, c'est qui? On me dit, il s'appelle Passy. Un jour, on va vous faire vous rencontrer, et puis on se rencontre très rapidement. Parce que derrière chez moi, il y a un terrain de basket, tout le monde vient jouer, et on me dit, bah tiens, c'est lui. Et je le vois, il me sort 2-3 trucs en français, je lui sors aussi mes 2-3 trucs en français. Et puis, on commence à griffonner des choses. Donc Tyler, il me dit, moi je m'appelle Styler, toi tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Moda, moi c'est Styler et tout, et on commence que nous deux à aller sur Nova, etc. Et donc là, quand on commence, je suis Moda alias le rappeur rebelle. Donc très, très saccadé, un peu comme ce que j'avais entendu de Iron Shoes, etc. Sauf que grâce à Jean-Marie, moi j'entends le rap américain. Et quand j'entends le rap américain, je vois que d'ailleurs le morceau qui est très influencé par ça dans Traite, c'est Choisis le droit chemin, où il y a un flow qui débite. J'entends Big Daddy Kane, il était artisan d'un style qu'on appelait le turnstyle. Ou turn, je sais pas, mais turnstyle peut-être parce qu'il tournait les trucs dans tous les trucs. Et je vais là-bas, et c'est là qu'on voit la conséquence des choses. Parce que nous, un gamin, c'est une éponge. On prend beaucoup de choses. Je vais là-bas, je l'entends en direct comme ça qui rappe. Je comprends rien du tout. Ça, c'est ce qui devait sortir dans l'album Ministère Amer quand j'ai quitté Ministère Amer. Ouais. Je rentre chez moi. Je commence à écrire. Je dis à Passy, j'étais dans un concert, franchement, le niveau ricain trop fort. Et je commence à écrire mes textes pour l'album de Ministère Amer qui finalement n'est jamais sorti. Turnstyle, mais en français.
Donc là, on n'est plus dans « je suis Moda alias le rappeur rebelle comme sur Nova ». On est dans juste aucune excuse, j'abuse, accuse, refuse, ceux qui diffusent des russes complètement. Tu vois, j'écris comme ça. Là. C'est tout ça qui a été effacé d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que ça serait sorti à l'époque. Les autres, ils avaient leur truc. Moi, j'allais amener aussi mon truc. Bon, bref, je décide de faire mon parcours comme ça et je suis choqué par ça. Donc ça, c'était la partie Crazy JM. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour le rap français et qui aurait pu même influencer le côté artistique, la direction artistique de Ministère Amer, parce qu'en m'ayant touché, il a touché mon écriture et j'écrivais que comme ça, sans marquer de pause, j'impose, explose, je m'impose et tout, que comme ça. Je voulais pas ni de verbes, je trouvais que les verbes et les articles c'était trop long. Il fallait beaucoup saccader les choses et tout, etc. Et quand je suis arrivé avec ça, que ce soit Stomy ou Passy, tout le monde disait c'est super bon et tout, etc. Bref, bon, on a eu l'histoire d'Ego. Ce truc, il sortira jamais. Il a été enterré. Donc, tu pourras me dire pourquoi tu n'as pas continué dans ça. Je sors, donc je suis présenté à Dan. Et donc, quand je suis présenté à Dan, on est là, on fait de la musique, on est sur Paris, on est aussi plus vu par d'autres groupes, hein. J'en rencontre beaucoup de gens. Et donc, on est approché à un moment par le collectif 501 Posse. Et le collectif 501 Posse, c'est qui? C'est Solar. Ils nous approchent, ils nous disent « Ouais, voilà, on aimerait bien travailler avec vous. On prépare une compilation qui s'appelle Cool Session et tout, etc. » Alors moi, à ce moment-là, je suis au courant de Solar parce que j'ai entendu, je ne le connais pas perso, mais j'ai entendu ce qu'il fait. Il a son titre Bouge de là qui a bien marché et tout, etc. Mais en fait, c'est que la partie visible de l'iceberg. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ils nous disent « Bon, on va faire une première prise de contact pour pouvoir enregistrer le morceau. On va vous donner rendez-vous. » Donc, ils nous donnent rendez-vous à Bagnolet. Je me rappelle d'une espèce de maison de ville qui fait 3 étages. C'est comme un pavillon. Maison de ville, en fait, c'est un pavillon sans jardin qui fait 3 étages. Il y a une grande cour. Et au rez-de-chaussée, il y a un studio énorme avec un ingénieur du son qui est là. Plus tard, je saurai que c'est Piga Boom Bass. Tous les mecs qui ont fait... ouais, il était là. Et donc, ce qui va changer ma vision des choses, c'est que je vais voir une multitude de groupes. Je vois les Sages Poètes de la rue, je ne sais pas qui ils sont au début. Je vois Ménélique, je vois les Démocrates D, je vois, donc nous on est là, Modalidan, je vois MC Janik, artiste du dancehall, je vois plein de gens qui sont là et tout, etc. Et pourquoi ils sont là? Parce que, comme je te dis, c'était une époque où on n'avait pas un flèche sur nous, on n'avait rien. Et il faut reconnaître que Solar, il avait explosé avec son titre, et de ce fait, il avait commencé à toucher de l'argent, qu'il avait bien investi, puisqu'il avait acheté un studio. Et là, pour la première fois... C'était lui, le studio? Le studio était à lui, Jimmy J. Okay. Et pour la première fois, on rentre dans un studio où l'art peut se manifester librement. Il m'explique qu'il a un ingénieur du son qui est là, qu'il paye de 9h à 19h, je ne sais plus quels étaient les horaires, et que tu peux venir et tu fais ce que tu veux et tu reprends autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu as développé ce que tu as voulu. D'accord. Et que c'était comme ça pour tout le monde. Il fallait juste pour qu'il n'y ait pas de désordre, prévenir de quand est-ce que tu allais venir. Et là, je reviens sur l'histoire du turnstile, pourquoi j'étais parti dans cette direction-là, Ministère Amer, et je me dis, Moda, c'est très bien tout ce que tu veux faire là. Et c'est très bien tout ce que tu as vécu, ministère amer, vindicatif, tu as été écouter les artistes ricains et tout, et tu veux rapper comme eux, tu veux faire ça. Mais ici, on est en France. Et regarde le mec, le studio qu'il a, ingénieur à sa disposition. Regarde tout ça, etc. Il l'a eu avec quoi? Il l'a eu avec Bouge de là. Parce que Solar aussi, il nous raconte. Moi, vous savez, les mecs, j'ai fait Bouge de là. À ce moment-là, il veut un tout petit peu se justifier aussi. J'ai fait Bouge de là, mais sachez que moi, je voulais arriver avec Quartier Nord. Eh ben, comme on dit, alhamdoulilah, que t'es pas arrivé avec Quartier Nord. T'es arrivé avec Bouge de là. T'es arrivé avec les maisons de disques qu'on choisit Bouge de là. Tu les as écoutés. T'as eu l'argent. Et regarde, t'as eu une exposition. Et regarde ce que t'as maintenant. Eh ben, il avait ça. Et moi, je me dis, OK. Moi, je dis à Dan, c'est pas mon premier amour, ce qu'il fait là. Mais si ça peut nous emmener quelque chose, moi, je vais faire ça, moi. Et je fais Modalidan sans lui. Parce que eux choisissent, j'ai plusieurs morceaux, ils choisissent un truc, ah non, tu viens de Sarcelles quand même. Je lui dis non. Moi, je fais Modalidan sans lui, je fais un truc jazzy, et c'est ça que je vais faire. Et donc, la conséquence qu'il y a eu pour Solar, d'une part, et pour moi, d'une autre part, c'est que pour Solar produit donc cette compile qui s'appelle Cool Session. Moi, j'émerge
de cette compile, il y a un maxi qui est sorti et tout, Ouais. avec Moda Dance Only, je touche de l'argent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Moi, à cette époque, j'avais été amené à travailler dans des magasins, dans des boulots l'été, boulots où j'étais des fois dans du froid et tout, etc. Et on me payait 4000 francs de l'époque, ce qui correspond à 600 € de maintenant. Mm. Solar me fait faire Moda et Dance sans nuit. Juste pour que les gens puissent comprendre. Mm. Je vais un jour à un rendez-vous, puisque ça s'est passé comme ça, à la place de la Bourse où il y avait BMG, Mm. pour signer les éditions de Moda et Dance sans nuit. Parce que le morceau est sorti en droit réservé, c'est-à-dire que les éditions nous appartenaient. Ouais. Mais comme il a été extrait en maxi de cette compile, il n'y a eu que 3 maxi, hein. Je crois que c'était Yannick, Ménélique et nous. Il est extrait en maxi, en morceau phare, il tournait en radio et tout, etc. BMG me contacte pour obtenir mes droits. Ils veulent 50% des droits du morceau. Juste 50%. Et je rentre un jour, je ne me rappelle plus la date, chez BMG. Alors, l'histoire, moi je dis jamais les trucs pour rien. Quand je parle des 4000 francs là, c'est important. À cette époque-là, un loyer c'est 800 francs. Moi, quand je travaille un mois, on me paye 4000 francs. BMG m'appelle, il me dit venez, on veut 50% des droits de Moda et Dance sans nuit. On y va avec Dan, on rentre, il est 14h. Le temps d'être d'accord et de griffonner notre nom sur un bout de papier, on ressort de là-bas, Dan et moi, on a 100 000 francs dans les mains. Yay. Est-ce que tu te rends compte un peu de l'effort Oui. qui a été fait? Je fais ce que j'aime. Je ne donnais même pas de valeur pécuniaire à ce morceau. Mm. Et je me rends compte que des gens, j'imagine même pas, bouge de là, qu'est-ce que ça peut être, mais je vois des gars qui, entre 14h et 14h15, me remettent un chèque de 50 000 francs à moi et remettent à Dan un chèque de 50 000 francs. Ce qui fait 7 500 €. Mais à l'époque, avec 50 francs, tu passais toute ta journée à Châtelet-Léal et tu mangeais. Là on te donne, tu allais au cinéma, tu refaisais ta journée. Le grec, il était à 10 francs, Ouais, 1,50 €. On te donne 50 000 francs. Non, c'est un truc de fou. Tu prends le chèque, ta main, il n'y a même pas de crème. Et, tu sais même pas. Et t'as grugé les transports en commun pour venir. Parce que tu peux même pas. Et tu te balades. Et moi, sentiment de honte. Sérieux? Sentiment de honte. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré chez moi, dire à ma mère et à mon père, j'ai 50 000 francs. Ah ouais. Eux qui touchaient 5 000 francs par mois. Mm. Et d'ailleurs, quand je suis rentré, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait pour ça? Le rap. Chaud. Non mais attends. Tu vas nous dire qu'est-ce que t'as fait pour ça? J'ai dit, je suis allé, il y a des blancs, ils m'ont donné ça. Ah ouais, le choc, j'avoue. Je dépose le chèque de BMG sur mon compte. Dan, il fait la même chose. Et pour aller un peu plus vite, on réunit ces 100 000 francs-là. Et je dis à Dan, c'est très simple. On a 2 choix. Soit on prend l'argent, on éclate, mais dans pas longtemps, on devra courir dans des studios chez Solar ou être à la merci des gens pour savoir où est-ce qu'on enregistre et ce qu'on fait. Ou soit on réunit nos 50 000 francs et on va chez, c'était Paul Becher à l'époque à Pigalle, on achète un studio en entier. Ah ouais, là où il y a tout le matos, ça. Ouais. On achète une table 24 pistes, la même que j'ai vue chez Solar, sur laquelle Ouais. j'avais, c'était une Mitex Studio Server. Et donc on achète tout. On arrive dans un lieu, il n'y avait rien, et maintenant c'est devenu un studio. Et ça, les 100 000 francs, ils peuvent nous permettre de le faire. D'accord, ok. Et Dan, il me dit, ok, je te suis. Et je dis à Dan, tu sais, je sais que tu as envie d'éclater l'argent, et moi aussi j'ai envie d'éclater. Enfin, j'ai envie d'une voiture, de tout ce que les gens... Parce que là, le studio, tu es propriétaire du studio, mais les gens, ils te voient toujours à Pince, ils se disent, ouais, mytho. Il me suit, il me dit, ok, lui, il avait déjà un magasin, il était déjà au-dessus de tout ça. Il me dit, ok, on va mettre le studio en dessous de Ticaret et tout. Et donc voilà, le studio de Ticaret commence comme ça. On achète tout le matériel, on arrive là. Mais qui, outre notre travail, qui nous donne l'opportunité d'arriver dans ce truc-là, Solar. Ok. D'accord? Moi, quand je fais mon studio, j'enregistre des gens qui gravitent autour de moi. Et dans ces gens qui gravitent autour de moi, il va y avoir Driver. Alors quand j'ai mon studio, déjà moi, je passe à un autre stade, hein, parce que je rappais, maintenant je programme aussi. Ok. Je programme, je mixe. Dans mon studio, je crois qu'à part Assassin, tout le rap français est passé. À part Assassin et Aya. Tout le rap français est passé dans mon studio. Que ça soit Spon, Joe Star, que ce soit les Sages Poètes de la rue, que ce soit
Ghetto Youth Progress, j'ai enregistré pendant 2 mois avec Rod Lion, que j'ai connu en vase clos. Expression directe, je les ai vus, leurs balbutiements, etc., etc. Tout le rap français passe dans ce studio-là. D'ailleurs, il y a une vidéo, je crois... Tout à fait. Ouais, où on voit Booba jeune avec... Booba, la Clica et tout. Voilà, Mais on va y venir. Et tu vas voir l'impact de Solar et de Bouche de là. C'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit « Ne crache pas dans l'eau sale, elle risque de t'aider à éteindre l'incendie de ta maison. » Parce qu'effectivement, quand on éteint un incendie, la potabilité de l'eau compte pas. Même l'eau qui te paraît sale comme ça reste de l'eau. Et donc, il ne faut pas cracher sur le parcours de certains artistes, parce que tu parlais de genèse, mais eux sont à la genèse de beaucoup de choses. Même s'il est humble, il ne le dit pas. Parce que Solar, lui, donc c'est notre travail d'artiste. On gagne de l'argent grâce à lui qui a voulu, parce que Cool Session, si Solar, lui, ne met pas son nom dessus, il n'y a aucune maison de disques qui avait entendu parler de nous, quoi. C'est lui qui nous a mis à disposition son studio, etc. Moi, je commence plusieurs maquettes chez lui, je commence à travailler la programmation, qui après va se parfaire ou se poursuivre avec mon propre studio. Il me donne la possibilité d'avoir entre 14h et 14h15 100 000 francs que jamais, même personne dans ma famille n'avait gagné en si peu de temps, avec si peu d'efforts. Donc on crée ce studio-là qui est à Ticaret. Et comme Ticaret, c'est un magasin où plein de gens viennent, il y a beaucoup de gens. Je me retrouve avec une association qui me contacte parce qu'ils arrivent du 91. Je suis approché par un mec, je ne me rappelle plus de son nom, mais il m'approche, il me dit oui, je voudrais réserver des heures dans ton studio. À l'époque, j'étais à 100 francs de l'heure, quelque chose comme ça. J'ai un petit groupe qui est dans une association avec moi que je voudrais enregistrer. Ils vont venir samedi. Ok, qu'ils viennent samedi. Je vois arriver, ni plus ni moins, mais à l'époque, c'est comme ça. Hein. Je vois arriver Manuquet, je vois un grand carême. Bonjour, je m'appelle Manuquet, je suis d'un groupe qui s'appelle Différents Types. Je vois un mec qui est tout seul, bonjour, je m'appelle Kerry, je m'appelle Alix. Il m'a dit Alix, je m'appelle Alix, Kerry James. Et donc voilà, on voudrait enregistrer un truc, on fait partie de telle association et tout, etc. Je vois un mec qui arrive, l'Armo Mehdi, un jeune qui arrive, je lui dis ouais, mais moi j'ai mon sampleur, le sampleur c'est moi qui le touche. Et il me dit non, mais moi, attends, moi j'ai mon sampleur. Il ouvre un sac noir, il sort une boîte en métal avec plein de fils qui sortent. Je lui dis ça, c'est un sampleur ça. Il me dit bon, comment on taillait? Oui, bon, c'est Clémar ça. Et il me dit c'est de chez moi, c'est moi qui l'ai fait. Ah, il a fabriqué un sampleur. Tu l'as fabriqué? Il me dit oui, Mehdi, hein. Oui. Bon, déjà, le reste c'est sympa. Mais oui. Je lui dis bon, on va voir ce que ça donne. Il commence à mettre ses disquettes et j'entends un son qui sort qui est aussi bien que moi, quand c'est comme ça, je sais rester là, moi. C'est ce que je fais. Je reprends mes bonnes vieilles habitudes. Je prends une chaise, je m'assois, je regarde. Et ils sont bien organisés, il fait ses cuts, il fait ses trucs et tout, etc. J'entends Différents Types qui rappent parce que c'est eux qui étaient mis en avant. Et après, j'entends Kerry qui rappe. Bon, pour moi, à ce moment-là, on va pas se leurrer, c'était des clients comme des autres. Plein de gens passaient. Donc, ils font leur séance. Ils reviennent souvent. Donc, je commence à écouter un peu plus ce qu'eux font. Bon, ça se passe chez moi, ça. Moi, je sors une compilation dans laquelle il y a un morceau qui s'appelle Roule avec Driver. C'est le nom de son émission. Donc, le premier morceau qu'il fait, c'est avec moi. Parce qu'il faut savoir, Driver, à l'époque, c'est un petit du quartier. Il vient pratiquement tous les week-ends chez moi, à Sarcelles, dans ma chambre, me faire écouter les derniers morceaux qui sont sortis. Parce que je pense qu'il avait une connexion avec des mecs qui arrivaient à chaparder des CD et tout. En tout cas, je crois qu'il y a des fois qu'il le faisait lui-même, je crois. Ou peut-être lui-même, voilà. Et donc, il vient tout le temps avec ça et tout, etc. Je prends pas trop au sérieux, mais bon, je me dis, c'est un de mes typeux. Il est avec un autre mec qui s'appelle Blackie. Donc, il les ramène, je les mets sur la compile. Je mets aussi Eben, de Eben et Niro, je le mets dessus et tout, etc. Mais tout ça, là, dans l'organigramme, Solar me donne de la force. Moi, avec cette force, j'achète un studio. Avec ce studio, je donne de la force à d'autres. Il faut savoir un truc, hein, des artistes comme Organize, par exemple. Des mecs qui se sont essayés au R&B, qui étaient deux et tout, etc. Ils s'appelaient Déjà Vu. La première fois qu'ils chantent, en tout cas dans un micro devant moi, c'est dans mon studio. Vibe, qui est un artiste R&B. Ah ouais, j'ai vu la vidéo aussi. C'est dans mon studio pour être le nom de ton groupe, voilà. LS. Pareil, c'est dans mon studio. Et bref, je veux pas dire dans mon, il n'y avait pas beaucoup de mecs qui avaient des studios à l'époque. Donc, Solar me donne la force, moi je donne la force à ces mecs. Effet papillon, en fait, moi j'appelle ça comme ça. Tu vois. Okay. Mais ce que j'apprends, c'est que Solar, dans tous les mecs à qui il a donné la force, il a donné la force aux sages poètes de la rue, qui eux
ont eu la même optique, ils ont créé leur studio. Ah oui. Donc, en Puisqu'on fait, n'est pas beaucoup à avoir des studios, D'accord. on se fréquente et ils me disent qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Moi j'ai acheté un studio. Ah moi aussi j'ai acheté un studio. Il est en bas de chez nous et tout, tu verras, on a acheté une 02R et tout, on parle de mettre. Et on va là-bas et quand j'arrive là-bas, je vois plein de mecs autour de moi. Mais moi je suis focus que sur Zoxy, Mélophilo et Danny Dan, puisque c'est eux que j'ai croisés. Mais en fait, les têtes que je vois autour de moi, plus tard, je vais les revoir. Et c'est ni plus ni moins que Mala, LIM. Je vois pas Booba parce que il est encore trop loin. Lui, il est le type d'un cousin des sages poètes de la rue de Zoxy qui s'appelle Egocist. Et Egocist, c'est lui qu'on voit sur la cassette. Ah, ok. C'est lui qui va venir en ramenant Booba. Il va ramener ses typeux. D'accord. En fait, tout le monde se donne la force à cette époque. Tout le monde a des typeux. Donc, au même titre que Driver, c'est mon typeux, c'est au même titre que Booba est le typeux de Egocist. Et donc, Booba, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il est vendeur. Il vient faire un BEP vente chez Ticaret. Donc, il voit beaucoup d'artistes passer. Arrivé un moment, le soir, moi, quand j'ai fini, parce que Ticaret, c'était très business, moi, j'avais mes trucs artistiques à faire. Et après, j'avais location de studio pour ramener un peu d'oseille. Il arrivait des temps morts, comme ça, à certains moments, où j'autorisais des artistes, enfin des gens qui n'étaient pas des artistes. On a posé. Ouais, ils pouvaient venir, on discute d'abord, et si ça le fait, après ils posent. Et donc lui, il a dit, ouais, moi, voilà, j'aimerais bien que Dan nous fasse des musiques et tout. Ils sont rentrés par l'intermédiaire de Dan. Donc il est venu, il m'a dit, j'ai un pote avec qui je rappe qui s'appelle Ali, avec qui je suis toujours en contact. Il m'a dit, bon, ok, est-ce que je peux ramener Ali? Il est venu avec Ali, et donc on a regardé. Moi, Booba et Ali, ils pourront te dire, moi j'ai toujours été quelqu'un qui essaie d'être objectif. Je leur ai dit, franchement, de ce que j'ai entendu au début, même quand ils ont commencé, j'ai dit émancipez-vous, vous n'avez pas besoin d'être le type de personne. Hein. Prenez votre truc, moi ce que j'entends là, ça me fait kiffer, prenez votre voix et tout, etc. Ils ont suivi leur voix, mais en fait, bref, tout ce que je voulais dire, c'est que au départ, t'as un mec qui fait bouge de là, Solar. On dit ouais, morceau qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en carton ou pas en carton, pas revendicatif et tout. Mais c'est ça qui va faire plus tard que tu vas entendre tout ce que tu entends derrière. Tout ce que tu as entendu derrière, ça découle de lui qui a donné la force à des mecs qui ont redonné la force, qui ont redonné la force, qui ont redonné la force. Et au-dessus de tout ça, bon, c'est Dieu. Ouais. C'est grâce à Dieu que tout ça, ça peut se faire. Mais bon, c'est un bon esprit parce que à cette époque-là, et c'est ce qu'un peu Gynéco, il n'a pas été compris, mais il a voulu faire comprendre à un moment. Je pense que Secteur A, c'est dans cette dynamique aussi qu'ils ont voulu aller, de donner la force. C'est ce que Gynéco à un moment dit, il y avait des groupes, nous on a de leçons à recevoir de personnes parce qu'il y avait des groupes qui étaient là avant nous et qui donnaient la force à personne. Ouais. En l'occurrence, NTM. Et donc Solar n'avait pas leur NTM après apprendront de ça. L'autre famille OSS, mais très en retard. Ils auraient pu le faire bien avant. 10 ans après, c'est ça? Ils auraient pu le faire à l'époque de Solar. Ils auraient pu. Dès 90, ils sont arrivés avant Solar. Ils ont, eux aussi, ils ont émergé. Ils avaient fait le monde de demain, tout ça. Ils auraient pu donner la force, mais à ce moment-là, ils ne donnaient la force à personne. IAM non plus, ils ne donnaient la force à personne. Et Solar, à ce titre, mérite d'être salué et a été exceptionnel à ce niveau-là. Voilà, ça c'est ce que je peux dire un peu pour moi sur la genèse, puisque comme je te l'ai dit, plein d'artistes vont découler de ces artistes-là qui ont eu la force à cette époque-là. Ouais. Voilà. Ok. Et on va dire pour faire le point sur tout ça aujourd'hui, il faut bien parler du rap d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses du rap d'aujourd'hui? Ou du mouvement en globalité hip-hop d'aujourd'hui? Le mouvement hip-hop d'aujourd'hui découle de l'ancien mouvement hip-hop, mais il n'a absolument plus rien à voir. Pour bien me faire comprendre, tout le monde parle de la conquête de Mars, et pas Marseille, je parle Mars, la planète. Il faut savoir une chose. Le jour où les premiers terriens partiront s'installer sur Mars ou Jupiter, alors ce jour-là commencera le décompte de la fin des terriens. À partir du moment où moi je vais m'installer sur Mars et que je rencontre une nana qui est installée sur Mars, quand nous évoquons nos souvenirs, on dit moi je suis né à Paris, moi je suis né dans l'Essonne. Mais par contre, quand on va avoir des enfants sur Mars, ces enfants-là, ils ne diront pas « moi je suis né à Paris » puisqu'ils ne sont pas nés à Paris. Ils diront même pas « je suis né sur Terre » puisqu'ils ne sont pas nés sur Terre. Et ils n'en auront strictement rien à foutre. Et donc tu fais l'analogie avec ça et le hip-hop? J'ai fait exactement ça. Okay. Ils n'en auront rien à foutre d'où venaient leurs parents. Les petits-enfants, ça sera encore pire. Voire, ils rentreront un jour en conflit avec les terriens en disant, comme l'Amérique l'a fait, c'était des Anglais qui sont arrivés sur une terre où il n'y avait que des Indiens peau rouge et qui ont
quand ils ont eu leur autonomie, ont fait la guerre au Royaume-Uni, en tout cas au roi ou à la reine d'Angleterre, pour devenir les États-Unis d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils font même le lead, c'est-à-dire qu'ils tirent leur langue de l'Angleterre. Ils ont des villes qui s'appellent la Nouvelle-York, puisque York, c'est une ville d'Angleterre, qui s'appelle New York, Ah oui. mais ils n'en ont rien à foutre de l'Angleterre. Et l'histoire du rap français, je fais le même parallèle. Ce que je pense du rap français, c'est qu'il a beaucoup évolué, le lexique a beaucoup évolué. Il n'y a pas forcément de lien, si ce n'est historique, à faire entre le rap qui était à l'état embryonnaire et le rap français qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens, nous à l'époque, on passait suivant certains formats, qui étaient de passer par des maisons de disques, de sortir des disques qui étaient physiques, de les vendre, de les promouvoir en faisant des concerts physiques, beaucoup de concerts présentiels. Aujourd'hui, tu peux être vu à l'autre bout de la planète sans être pratiquement jamais monté sur scène. Enfin, c'est un monde complètement différent. Tu peux n'avoir jamais eu un sampleur entre tes mains et c'est un monde virtuel, et avoir eu un logiciel qui fait très bien ça, développer ton art et être très bon. Moi, j'avoue, il m'est donné de voir des clips qui me choquent, de par leur idéologie, de par les images. Mais comme le rap français, le nouveau rap français le dit bien, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Et donc, je m'applique cet adage. Voilà, il évolue dans une direction que moi, je comprends pas toujours. Mais par contre, il est à un niveau et il se répète, il se renouvelle beaucoup plus que nous. Et pareil, je pense à tout ça, tout ce qui se passe parce que moi, je vois des gens de ma génération qui sont un peu perdus quand ils voient ça. Et je vois des gens de la nouvelle génération qui comprennent pas ce que des gens de ma génération peuvent attendre. Des fois, on est espacé d'à peu près 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Ça fait beaucoup. Mais c'est à peu près la même chose qu'on ne comprend pas sur nous, la façon dont les êtres humains se reproduisent et la façon dont les microbes se reproduisent. On est en pleine pandémie, ou en tout cas, les gens ne comprennent pas le problème de la pandémie et du Covid et sont étonnés, des fois même surpris, de voir que l'adaptation d'un virus à un médicament et disent oui, non mais là il y a des fake news et tout, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de gens savent, j'ai même une information comme ça qui va expliquer une chose. Un être humain, ça peut vivre jusqu'à 80 ans, un chien, ça peut vivre jusqu'à 10 ans, une mouche, ça vit 19 jours. Et plus c'est petit, et plus ça se reproduit. Donc, moi, j'avais écouté une émission sur une mouche qui disait que la mouche, en fait, nous, on la déteste parce qu'elle se pose quelque part pour faire des larves. Mais il faut savoir que la mouche, très simplement, elle kiffe sa vie pendant une semaine. Et puis, elle commence à penser, au bout d'une semaine, à sa génération, la génération qu'elle va laisser. Et le microbe, c'est pire, puisque lui, c'est en quelques heures qu'il se développe, etc. Et le parallèle, donc, que ce soit le rap français, que ce soit les tenues vestimentaires, que ce soit tout ce qu'il y a qui passe d'une génération à une autre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien ou à en penser quelque chose. C'est quelque chose qui est là, qui vit sa vie, qui se développe, tout comme nous quand on vivait la nôtre et qu'on a commencé. Mais pour dire si je comprends tout, non, je comprends pas tout. Si j'aime pas tout, si j'aime des choses. Voilà, c'est une vision détachée. Oui, le rap français, c'est très bien. C'est comme le nouveau rock, le nouveau reggae. C'est quelque chose que je vois avec un œil détaché. Il y a des choses bien qui se font, mais c'est très créatif, c'est plus créatif que ce qu'il y avait à l'époque du rap qui était à sa genèse. Et c'est normal, il y a plus de monde, plus de microcosmes qui se créent, plus d'autonomie. Et je le disais tout à l'heure, des courants de pensée aussi. C'est bien, tout le monde s'autorise, il n'y a pas de dogme. C'est ce que je pourrais dire, qu'on lui laisse vivre sa vie. Moi, j'entends pas être un papy du rap français. Je veux dire, on vit notre époque. Une fois que tu as fini ce que tu as eu à vivre, tu laisses la place aux autres et puis que chacun s'épanouisse et ramène un sang nouveau et un œil neuf. Et du moment que ça enrichit la culture, le reste, ça a peu d'importance. Hein, je veux dire. Mais après, tu reprendras tous les sujets que tu voudras. Qu'est-ce que tu penses du cinéma? Qu'est-ce que tu penses? Il y aura toujours du bon et du moins bon. Bon, voilà, le rap français, ça s'arrête à ça pour moi. C'est un art où il y a du bon et du moins bon. Mais qui a le mérite de s'étrisser quand même là où il est et de se maintenir, voilà. Je regrette qu'en France, par contre, il manque cette culture du chant qui commence à arriver, hein, mais pas un chant vocodé, hein, je parle le chant vrai, véritable, avec le respect des notes et tout. Et puis voilà, hein, voilà. Rap fonctionnaire, seul actionnaire, sectionnant le business, condensant l'anti-stress dans des CD, seule condition, ne rien céder. Protège rime comme l'émeraude, y'a pas de crime, fais gaffe car les lames rôdent, tel est mon hobby, je gueule, sonne, vibre comme un Kobe, mets de la pète, mon crew, crée une phobie, je lève mon clef pour que tu me loves.
comme un bloc, un rock, un gros rocher noir. Je fréquente les casinos, les clubs, les restos chinois. Mat par la fenêtre, envie de fuir ou peut-être renaître. Loin de ce monde de bâtards où enfin on peut être honnête. Des types me guettent, les flics veulent ma tête. Ma caisse trace, brille comme une princesse sous un paquet de strass, un ghetto poète. Quand je rappe, t'es comme au Koweït, puni. Plus de meufs qui bougent en bikini. De quel droit on me condamne, c'est un scandale. Qui sont ces types qui me suivent et me veulent tant de mal? Piège mon yacht, mes potes. Donc vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécial Ma Parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt. Parole.